Go. Bienvenue chez Infinity. Pardon, attendez, il faut juste... Je vais pas rigoler un grand coup, là. Yo, c'est comment? Bienvenue chez Infinite, au grand débat, nouveau format, où on va aborder des sujets profonds, des talks, discussions, débats, on va parler de différents sujets, donc je vous invite à suivre ce qui va se passer. Donc aujourd'hui le thème, je suis avec des gens qui sont très proches pour moi, Tatiana, Jenny, Jason, et on va parler de la santé mentale. Bienvenue à tous. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir répondu présent. Donc, déjà pour commencer, introduisez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas, rapidement qui vous êtes. Je peux commencer. Vas-y. Moi, c'est Jason. J'habite Fribourg, vers Marly. Et je fais partie de l'équipe Infinite Room. Et là, je suis au grand débat. Donc, des gens que je connais bien. Et ça fait plaisir d'être là. Merci. Voilà, je m'appelle Jenny, j'habite à La Tour, puis c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît entre nous, je suis contente d'être là aussi. Je pense que le sujet qui va venir, il y aura pas mal de choses à dire dedans, ce qui nous concerne tous aussi. Yes. Merci. Et du coup, salut, moi c'est Tatiana. Salut. Salut, Tati. Du coup, je suis très honorée d'être là, c'est mon premier podcast et tout, et je pense que c'est un sujet très intéressant qu'on va aborder aujourd'hui. Yes. Et moi, je me présente aussi Florian de la team Infinite Room, 27 ans. J'habite dans la région de Bulle et je suis très content qu'on puisse aborder ce sujet ensemble parce que c'est vraiment un thème qu'on a abordé chacun de manière peut-être séparée, mais c'est un sujet qui nous a particulièrement percuté au cours de ces dernières années, je pense. Donc, on est là, on va parler de la santé mentale et je pense que c'est important déjà de définir ce que c'est et j'ai pas besoin d'une définition dictionnaire Larousse, mais selon chacun, comment est-ce que vous définirez peut-être la santé mentale, tout simplement? Moi, je définirais la santé mentale comme un état d'équilibre, soit au niveau psychique, au niveau aussi physique, parce que on sait que le psychisme peut toucher aussi le corps physique, et je pense que c'est d'avoir ce bon équilibre là. Yes, intéressant. Ouais, pour moi, la santé mentale, c'est ce que j'ai dit aussi, mais c'est aussi la perception de soi, en fait, qui on est, puis où sont nos limites, en fait, aussi. Et puis, savoir s'écouter, s'entendre, et se comprendre aussi. Et puis, faire notre vie en fonction de ce qu'on perçoit aussi, en fait, du monde extérieur, puis du regard des autres également aussi, qui peut vraiment percuter les actions qu'on mène au jour le jour, en fait. Merci. Moi, je rejoins aussi ce que vous avez dit et je pense que c'est aussi un équilibre avec plein de choses, tant avec soi, comme Jenny l'a dit, c'est un équilibre, aussi ses relations avec les autres personnes, et puis aussi comment on se perçoit, qu'est-ce que c'est notre relation à nous-mêmes et puis notre relation aux autres, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi, faire un état d'élu de comment on se sent, une introspection sur soi-même. Yes, et pour moi, la santé mentale, c'est premièrement ce dont on ne parle pas assez, parce que on a beaucoup mis en avant dans nos années peut-être à l'école, etc., le bien de la santé physique, c'est-à-dire faire du sport, prendre soin de soi, l'alimentation et toutes ces choses. Mais la santé mentale, c'est un sujet en fait qui est important. C'est ce qui nous permet d'être en accord avec qui on est et dans notre rapport avec les autres. Et aujourd'hui justement, j'aimerais que déjà c'est le grand débat, donc c'est pas peut-être là je donne le fil rouge, mais ça va pas être un interview. C'est pas un questionnaire auquel vous devez répondre. C'est une discussion sur un sujet qui peut nous toucher ou qui nous touche tout à chacun personnellement au final, parce que tout le monde est confronté à la santé mentale. Peut-être que c'est un terme qu'on n'entend pas tous les jours, mais tout le monde est confronté à ça. Et c'est important de mettre la lumière là-dessus. Et du coup, en fait, j'aimerais juste introduire en disant pourquoi est-ce que pour vous, c'est important de parler de ce sujet? Pourquoi est-ce que vous avez trouvé
nécessaire de venir ici et de qu'on puisse avoir une approche là-dessus? Moi, je pense que c'est important de parler de ce sujet, surtout en tant que habitant de, on va dire, l'Occident, parce que en fait, on vit dans une société où, en fait, on nous demande toujours plus, on attend toujours plus de nous, sans pour autant voir si on arrive à supporter tout ça. Et d'autant plus avec les pressions qu'on se met seul. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis fils d'immigrés, j'habite dans un pays majoritairement blanc. Du coup, comme elle disait, la vue que j'ai de moi-même envers les autres, etc., c'est tous des petits détails, en fait, que pas tout le monde peut s'identifier ou voir ça, et puis, en fait, ça, indirectement, ça pèse quand même sur nous, même si les autres personnes ne voient pas. Du coup, pour moi, c'est important de relever ces points-là pour qu'on puisse comprendre l'autre, se comprendre nous-mêmes aussi, et qu'on puisse avancer mieux. Et souvent, la solution, elle n'arrive pas directement, mais déjà juste de comprendre, je pense que c'est un gros. Moi, si je peux rajouter directement, c'est que moi, c'était important d'aborder ce sujet parce que j'ai été fortement confronté à ça au cours de cette année, et on reviendra peut-être plus en détail après, partageant les expériences personnelles. Mais j'ai fortement été confronté à ça, et je pense que j'étais pas conscient à quel point c'était important, et aussi à quel point bon nombre de personnes autour de moi, dont vous ou d'autres personnes, avaient une santé mentale dégradante ou qui a dégradé dû à différentes expériences de vie. Et moi personnellement, j'avais une santé mentale qui criait à l'aide, et de la même manière où on prend soin justement, si j'ai un souci avec mes dents, je vais aller chez le dentiste. Si j'ai un souci de santé, je vais aller chez le médecin. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la santé mentale fait défaut? Et je tiens directement à aborder ce sujet, mais moi je suis quelqu'un de très croyant, et je sais que ça avait été difficile pour moi de me rendre compte peut-être que j'avais la foi en Dieu, mais j'étais quand même pas bien. Et j'ai dû comprendre que la vie est une question de balance. Il y a des choses que Dieu fait, et il y a des choses que nous, en tant qu'êtres humains, on doit faire. Parce que, encore une fois, lorsque j'ai un problème physique, je vais chercher une solution dans ce qui est à portée de main, et je vais pas juste prier pour pouvoir manger alors que j'ai mon plat juste à côté. Seigneur, nourris-moi. Enfin, je veux dire, c'est à moi de faire le pas de manger. Et comme c'était à moi de prendre soin de ma santé mentale, donc je le partage parce que justement c'est quelque chose que j'ai été confronté très fortement, et je pense qu'il y en a beaucoup dans le cas de figure qui sont là, qui savent pas quoi faire, qui savent pas où chercher de l'aide, qui pensent peut-être qu'ils sont juste bizarres, ou c'est juste comme ça, la vie doit être menée telle quelle, or que non. Il y a un problème et il y a des solutions à ce problème. Et c'est juste qu'il faut trouver la bonne médication pour solutionner ce problème. Et quand je dis médication, je parle même pas de réels médicaments. C'est juste une image pour dire il y a des solutions. Ouais, exactement. Après, sur ce que tu viens de dire aussi, c'est trouver la solution, mais après, il faut déjà commencer par voir quand ça commence. En fait, c'est ça qui est le plus dur, c'est que des fois, on n'est pas bien, on est en dépression. Si on dit vraiment le terme la dépression ou les symptômes de la dépression, c'est pouvoir les identifier quand ça commence à s'installer en fait. Ça peut commencer différemment pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais moi je parle du principe du moment où on se dit où on a trop dans la tête, où c'est un peu le brouillard, un brouillon en fait, puis qu'on a un mal-être. C'est là que ça commence en fait. Puis c'est là qu'il faut pas se dire ouais mais non mais ça va aller. Et puis on règle pas ça. Puis on laisse le truc s'installer en fait, puis après ça s'accumule, et puis au bout d'un moment on déborde en fait, puis on comprend pas pourquoi on est là, on pète des câbles, on s'énerve, on est irrité, on est fatigué, on s'isole petit à petit. Puis ça c'est vraiment des traits que si on fait pas attention à s'écouter soi-même, on passe à côté de ça. Et puis très souvent quand même, je pense que vous êtes d'accord aussi, c'est au moment où il y a le truc de trop, quand ça pète, en fait le truc est déjà installé en fait. Et c'est dur de guérir à ce moment-là.
C'est un processus quand même qui prend du temps. Il y a quand même plusieurs étapes. Mais en fait, faut savoir reconnaître ces signes-là. Puis c'est pour ça que je pense qu'on est là aussi, pouvoir partager nos expériences, parce que moi aussi, personnellement, j'ai déjà été atteinte, et 2 fois aussi, à différentes tranches d'âge, pas la même chose, puis pas les mêmes situations, mais à pouvoir les cerner, et puis les gens qui sont aussi peut-être atteints, à se dire tiens, peut-être il y a quelque chose qui s'installe ou pas, ou justement s'écouter un peu plus, et puis pas laisser le truc s'installer en fait. Moi, ce que je trouve intéressant juste dans ce que tu dis, c'est les symptômes. Parce que, en fait, quand on réalise que la santé mentale est dégradante, on n'est pas au top de sa forme, et encore une fois, j'ai pas tous les termes exacts parce qu'on n'est pas des professionnels, mais on est des gens plutôt qui partagent notre expérience, mais c'est les symptômes qui font qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va mal. Et c'est la même chose quand j'ai la grippe ou quoi que ce soit, c'est parce que je vais tousser que je me rends compte que j'ai quelque chose. Je sais parce que j'ai le rhume, la moque qui sort, qu'il y a quelque chose en fait qui s'est passé comme actuellement. Il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est pas je peux pas percevoir directement qu'il y a un virus qui est rentré. C'est parce que j'ai l'effet du virus que je sais qu'il y a un problème, quoi. Du coup, je vais aussi prendre la parole. Mais bien sûr. C'est super intéressant tout ce que vous avez partagé, et juste. Et je pense aussi que c'est important de aussi déconstruire cette idée autour de la santé mentale, parce que on est quand même dans une société occidentale. Oui, certes, on parle de la santé mentale, mais ça reste quand même des sujets tabous où on n'en parle pas beaucoup. Et puis en plus, souvent dans les communautés afro-descendantes, il y a aussi souvent encore ce tabou que ça appartient à l'Occident. Et je pense que c'est important de déconstruire ça et de dire que c'est quelque chose qui touche n'importe qui, comme je crois que c'est toi, Flo, qui l'expliquait. Quand on a mal à la jambe, on va consulter parce qu'on a mal à la jambe. Et puis quand ça va pas bien au niveau psychique, c'est la même chose. Il faut aussi consulter parce que ça fait partie de notre équilibre, de notre bien-être aussi, de pouvoir prendre soin de soi et puis pouvoir avancer pour un bon rétablissement. Mais tu vois, là justement, quand tu parles de ça, moi le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est justement les préjugés qu'il y a sur le fait de consulter. Je veux dire, faut pas se mentir, on est des afro-descendants, il y a quand même une connotation très péjorative dans le fait de consulter pour la santé mentale. C'est un fou, quoi. Genre. Mais c'est ça, c'est dans ta tête, en fait. Tu dois être délivré parce que, comment ça, c'est un truc qui est concret, dans culture où, si tu vas chez un psy, c'est que t'es fou. Et c'est drôle parce que, je crois, avant-hier, je regardais le film Banlieusard 2, je sais pas si j'ai vu le 1. Et au bout d'un moment, il y a le grand frère, celui qui était trafiquant de drogue, il est un peu atteint à cause de tout ce qu'il a fait dans le passé, et puis il a des crises d'angoisse. Puis à un moment, il y a un de ses petits frères qui lui dit, mais tu devrais consulter. Puis il se lève, et puis il dit, moi, je suis un renard, comment ça que je vais consulter, tu vois? Et en fait, c'est le cliché typique du noir qui va pas consulter parce que il est trop fort pour ça. Alors qu'au contraire, la vraie force, elle est dans le fait d'admettre qu'on doit aller consulter. Et justement, en fait, le deuxième souci, j'ai envie de dire, c'est la spiritualité. Dans le sens que, encore une fois, je tiens vraiment à préciser que c'est pas pour dénigrer le fait d'avoir la foi, tout ça, parce que moi-même, je crois en Dieu, mais c'est plutôt que, parfois on va te donner comme solution directement, non mais prie. Non mais Dieu va faire. Non mais encore une fois, si j'ai une carie, Dieu va pas faire. Non, je dois aller chez le dentiste. Dieu peut pas tout faire. Et il y a des choses qui regardent juste l'homme. Donc si j'ai un problème au niveau de ma santé mentale, en fait, c'est à moi de faire les pas pour solutionner ce problème. Donc je mets ça en lien avec la culture, la spiritualité et justement le physique. Tout est une question de balance dans la vie. Pas que l'un est mauvais, que l'autre est meilleur qu'eux, mais en fait, il faut briser, je pense, le tabou du fait que je suis noir, mais je peux consulter. Et c'est pas parce que je consulte que je suis quelqu'un de fou. Peut-être que j'essaie d'éviter de devenir fou, justement, parce que je vais consulter ou parce que je vais chercher de l'aide, en fait. Et du coup, voilà, même le fait de chercher de l'aide, je trouve, c'est un truc
nous on peut parler peut-être en tant qu'homme, un homme ne pleure pas, un homme se doit de montrer que du coup ça crée vraiment beaucoup de traumas, de pression et des choses qui sont difficiles à gérer, quoi. Ouais. Mais du coup là on met justement le doigt sur le fait de consulter. Moi je me cache pas de dire cette année j'ai justement commencé à suivre un psychologue et un psychiatre parce que j'ai été diagnostiqué de dépression fin de l'année passée et ça a été vraiment une année hyper difficile, même je pourrais dire l'année la plus dure que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Et j'ai un souvenir justement qui est très fort de quand j'ai commencé à consulter, c'est quand tu vas au psychiatre. Le psychiatre, c'est plus le côté médication, voilà. Il te donne ce qu'il faut, et le psychologue, c'est vraiment là où tu vas parler, avoir une discussion plus profonde. Et quand j'étais au psychiatre, justement, j'avais rempli une liste des symptômes, justement. Et à la fin, j'avais été diagnostiqué d'une dépression sévère. Et il a dit que la dépression sévère, c'est pas parce que, en fait, c'est ce qui définit le degré de dépression, c'est les symptômes, encore une fois. C'est le sommeil, c'est l'humeur, c'est ce que tu ressens, c'est les choses que tu fais, c'est les pensées que tu as, c'est toute cette liste de symptômes, selon le degré que tu as, c'est ça qui va définir ça. Et je me rappelle vraiment que c'était très fort pour moi. J'ai pleuré directement là, et puis il m'avait demandé même qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis j'ai dit que c'était parce qu'en fait je vois que c'est moi ça à ce moment en tout cas. Et voilà, je partage ça juste pour dire que moi-même j'ai consulté et j'ai vu à quel point ça a eu un apport vraiment positif. Bénéfique. Ouais, et que si je l'avais pas fait, franchement, sans mentir, je sais pas quelle tournure ça aurait pu prendre, parce que c'était vraiment ce que j'avais besoin en ce moment. Donc, ouais. Et moi, ce que je trouve bien dans le fait de consulter, c'est que, certes, on a des amis à qui on peut parler, et encore mieux s'ils sont là à l'écoute, vraiment à écouter ce que tu as dit. Mais la différence entre de parler à un ami et puis de consulter vraiment, c'est que la personne elle est neutre. Et en fait, je pense ça fait pas longtemps on discutait de ça, toi et moi, c'est que quand tu vas consulter quelqu'un, t'es obligé, vu qu'elle te connaît pas comme un ami, t'es obligé d'aller dans les détails pour qu'elle puisse comprendre. Et en fait, des fois, c'est dans ces détails-là que se cache vraiment le truc qui te fait te dire, en fait, ouais, c'est ça qui me fait mal. C'est là où en fait où j'ai été piqué, ou bien où on m'a piqué, tu vois. Et je pense que c'est important, d'autant plus de voir quelqu'un qui ne te connaît pas en fait, pour ensuite pouvoir toi-même relater ta vie et t'entendre. Après, moi, pour ma part, pour partager ton témoignage aussi, c'est que moi aussi, j'ai déjà été touchée la première fois vers les 17-18 ans. Mais on dit comme ça, c'est tout court, mais tout le monde trouvait une place d'apprentissage, tout le monde avait quelque chose. Et moi, je me suis retrouvée sans rien pendant plusieurs années quand même, jusqu'à ce que je trouve vraiment quelque chose. Et c'est tout con parce qu'il y en a qui blaguaient, qui disaient oui, mais toi, t'es en vacances, on continue et tout, mais moi, perso, j'étais là, mais j'avais vraiment ce sentiment d'inutilité. Je me dis, mais putain, pourquoi moi je trouve rien, tout le monde trouve quelque chose. Même ceux que je me disais, voilà, ils étaient niveau des notes scolaires plus nuls que moi. Ils trouvent quelque chose, mais pas moi. En fait, c'est quoi le problème? C'est là qu'on se pose des questions, mais qu'est-ce qui va pas chez moi, en fait? Alors qu'en fait, il y avait rien qui n'allait pas. Je pense que j'avais peut-être pas le bon truc pour trouver, vraiment pour chercher. Mais ça m'a quand même atteinte au niveau psy. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai réalisé que j'ai été en dépression, mais des années après, parce qu'en fait j'écrivais tout dans mon journal intime, et en fait plusieurs années après, quand j'ai relu mon journal, je me suis dit mais en fait j'étais au fond du trou. Je disais même des mots que je savais pas à quoi je servais, qu'est-ce que la vie allait encore m'apporter, vraiment des termes assez durs en fait, et j'en ai encore pleuré après, mais je me dis mais la moi d'avant en fait jamais j'ai dit que j'étais pas bien. Il y en a qui ont vu, il y en a qui ont vu que je perdais du poids aussi et tout, puis que j'étais un peu plus renfermée, moins joyeuse, j'étais un peu bizarre, mais
moi, enfin, perso, loin de moi l'idée de me dire j'étais en dépression ou j'étais pas bien. En fait, j'en avais juste aucune idée. Déjà, j'avais pas la notion, en fait. C'est qu'est-ce qui fait que t'avais aucune idée de ça? Mais j'avais aucune notion. À ce moment-là, Insta, je crois que ça démarrait encore tout juste, Instagram. Il y avait pas autant de sujets qu'on en parle aujourd'hui. YouTube, voilà, c'était des vidéos, mais plutôt pour rigoler. Mais rien de, comment dire, de ce qui va toucher du profond, comme ça, du sérieux, en fait. Et, chez moi, on pouvait juste pas dire qu'on n'était pas bien, parce que c'est dans la tête. Encore une fois, tu vois. La culture aussi, le noir ne peut pas dire qu'il est pas bien. En fait, tu vas juste bouger le cul, et puis tu vas avancer, en fait. Alors que non, puis à ce moment-là, j'avais aucune ressource. En fait, même si j'allais en parler, j'avais rien. Et puis là, c'est passé. Après, j'ai trouvé une place d'apprentissage, tout ça s'est amélioré, mais ouais, je suis quand même sortie d'un trou que je pensais jamais sortir, mais j'ai réussi toute seule finalement. Et puis là, dernièrement, c'était après la grossesse, quand on parle des chutes d'hormones, postpartum aussi. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on en parle pas assez. Je trouve aussi qu'il faudrait mettre en avant. On va parler. Mais là aussi, encore une fois, les symptômes, là, j'avais déjà un peu plus de connaissances, mais il m'a fallu un moment pour me dire, j'avais pas besoin, j'ai besoin d'aide. D'ailleurs, Tatiana qui est là, c'est quand même ma meilleure amie, puis elle, puis notre amie aussi. Je pense qu'elles se rappelleront toujours le jour, elles m'ont toujours dit oui, il faut dire, ça va pas. Et moi, je suis là, ouais, mais non, mais ça va, enfin, jamais je vais dire. Mais il y a un soir où j'ai envoyé un message en gros, j'ai dit, ouais, les filles, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide, en fait. Et je pense que c'est là que ça a déclenché la chose. Puis c'est là que j'ai réalisé que, en fait, le fait de verbaliser ça, qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est déjà une première étape. C'est déjà une reconnaissance de soi-même, puis, qu'on s'est écouté, puis on dit, ouais, non, là, il y a un truc qui va pas, faut que je fasse quelque chose, en fait, c'est pas normal. Mais moi, je trouve super intéressant parce je trouve deux aspects qui sont super importants. C'est, premièrement, la connaissance de la maladie, parce que la dépression, c'est une maladie, et la connaissance de soi, dans le sens d'oser affirmer que ça va pas. Tu vois, genre, d'accepter l'idée qu'en fait, ça ne va pas. Et moi, ce qui était difficile dans la dépression, c'est un peu, je mets ça les deux en lien, c'est que même si j'ai été diagnostiqué, même si au final, je voyais très bien que ça allait pas, mais c'est dire, en fait, je suis malade, en fait. Genre, en fait, il y a un vrai truc qui va pas. Et des fois, je suis là, non, mais ça se passe bien aujourd'hui, finalement. Ça va quand même. Mais non, parce que l'état général c'est pas sûr, est mauvais. Ouais, c'est ça. Et comme je dis souvent, c'était plus un trou noir où il y avait des petits effets de lumière qu'autre chose. C'était pas genre c'est exactement ça. C'est ça. Et enfin, ce que je voulais dire, c'était justement le fait que maintenant t'es consciente que t'as déjà été dans cet état à un moment donné, mais tu le savais pas parce que t'avais pas la conscience de ça. Donc il y avait pas l'éducation sur la question, il y avait pas la conscientisation de la question, c'était ça allait être beaucoup de réseaux. Même c'est comme tu as dit au début, c'est qu'à l'école on nous apprend le physique. En fait, quand il y a quelque chose, faut dire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est ce qui manquait maintenant à l'école, je sais pas comment c'est, mais je trouve que c'est ce qui manquait le psy, c'est vous êtes pas bien dans la tête. Enfin, essayer de le verbaliser, en fait, essayer de reconnaître ça. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont de plus en plus atteints. Oui. Et c'est je trouve que c'est ce qui avec les réseaux, ça a beaucoup changé aussi. Je trouve que c'est ce qui manque quand même, c'est. Ouais, c'est vrai. Je trouve que chez les jeunes, il y a beaucoup plus, on entend beaucoup plus maintenant, tout, ce truc où ils sont dépressifs et tout ça. Mais, on peut voir aussi que, la pression sociale, elle a shifté, monté, tu vois, elle a grave monté, et on attend des jeunes qui savent tout faire, tu vois, on leur montre sur les réseaux comment être un adulte stylé, tout ça, alors qu'ils ont un cerveau d'enfant, tu vois, et en développement. C'est faux, en plus. Ouais, parce que il y a plein d'ados qui savent faire plein de choses, tu vois, sauf que tellement une image faussée de la réalité, ils se prennent déjà pour des grands, mais ils sont pas encore construits, tu vois. Et en fait, ce décalage, ça crée vraiment, le je veux être n'est pas avec ce que je suis réellement, tu vois. Et puis, il y a pas cette congruence du fait que ce que je suis, c'est ce que j'aimerais être, tu vois. Alors, il y a toute cette pression qui arrive, et même par rapport aux apprentissages, t'as bien soulevé avant, c'est que maintenant, on a vite tendance à dénigrer celui qui a rien, tu vois, parce qu'on est dans une société où on a pas au même rythme que tous les autres. Ouais, exactement. Et encore pire, chez les parents afro, tiens, c'est un grand mot, mais où eux, vu qu'ils sont venus d'un endroit où ils ont dû se débrouiller eux seuls,
ils attendent que nous, avec tous les moyens qu'on a, On arrive tout. qu'on arrive tout. Exactement. Et ça, c'est pas clair. Mais moi, ça me pose aussi une question, c'est qu'à un moment, t'as parlé justement de du fait de pas trouver quelque chose, mais c'est pas le simple fait de pas trouver quelque chose, c'est l'impact que ça a eu ensuite sur toi par rapport au regard des autres et la pression Mais c'est sociale. exactement ça, la Toi, pression. tu parlais justement, la société, comment elle évolue, tout ça. Mais, ouais, la question ouverte que je posais, c'est, est-ce qu'il faut une raison qui t'amène en dépression? Dans le sens que, je pense des fois, ce qui est difficile, c'est de se dire, ah, mais il s'est pas passé, ça. J'ai pas eu un décès de ouf qui a fait que ça me plonge en dépression. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir, un événement précis qui fait que notre santé mentale va dégrader? Ou c'est plus, un ensemble d'éléments, en fait? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour répondre à ta question, quand on a des soucis au niveau de la santé psychique, ça peut être aussi très insidieux en fait. Ça peut être des choses qui se cumulent les unes avec les autres et qui font qu'à un moment donné, on n'arrive plus à trouver les ressources nécessaires pour aller de l'avant en fait. Et je voulais aussi rebondir sur le fait que déjà dans notre société, du coup, nous on habite en Europe. Déjà, c'est un tabou d'avoir, des problèmes avec la santé mentale. Déjà aussi, même au niveau du système, comme vous expliquez assez bien, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, je travaille dans des soins, même par exemple au niveau des assurances ou de l'hôpital. La santé mentale n'est pas considérée comme la santé physique en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment une difficulté dans notre société, de pouvoir avoir des choses pour identifier, qu'est-ce qui fait partie de la santé mentale en fait. Comment je peux savoir que je suis impactée par une difficulté. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que aussi on est dans une société où on doit toujours être productif en fait. Moi, on est dans une société capitaliste, donc on doit produire, on doit toujours être dans la production. Le repos, ça fait pas partie, c'est pas quelque chose qu'on valorise dans nos sociétés. On doit toujours être performant dans tout ce qu'on fait. Et ça, je pense que aussi on a une pression, tout le monde a une pression. À performer, on doit avoir un travail, on doit avoir un apprentissage, on doit prendre soin de sa santé, on doit être des bons parents, on a toujours des choses en plus qui se rajoutent. Et ça, au bout d'un moment, on peut pas faire tout en même temps, en fait. On est des humains, on n'a pas nos limites aussi, elles s'essoufflent. Et ça, je pense que c'est important d'identifier ça et que, aussi la société fait que, il y a aussi plus de problèmes psychiques et autres. Souvent dans les sociétés occidentales, je suis pas en train de dire que dans d'autres sociétés il y en a pas, mais c'est vrai qu'ici il y a quand même beaucoup de pression dans cette société et ce qui fait que il y a des études qui montrent qu'une personne sur 3 dans la vie va être confrontée à des difficultés psychiques. Donc ça c'est quand même un chiffre qu'il faut pas négliger en fait. Et je pense que ça, peut-être, ça peut aider aussi à se déculpabiliser. C'est vrai que, aussi à la injonction à la productivité, être bien. Et dans une société comme ça, c'est difficile de se dire, oui, je vais pas bien, en fait. Parce que je dois être bien, en fait. On attend de moi que... Je veux dire, j'ai tellement de responsabilités sur les épaules que... Mais je trouve que c'est pas le problème. Genre, il y a quelques années en arrière, je parle peut-être d'une cinquantaine d'années, comparé à la société de maintenant, comme tu l'as dit, c'est très, t'as dit avant, ça nous aide à déculpabiliser si on fait tout ça, tu vois, mais là, on est dans une société où, en fait, où t'es responsable de tout, encore plus de tout. Genre, si tu veux avoir du plaisir, fais en sorte que tu puisses avoir du plaisir. Si t'as raté ta vie, c'est ta faute. Si t'as fait ça, c'est toi, tu vois. Et il y a plus ce truc de communauté, tu vois, en mode, on avance tous ensemble. Et puis, tu vas aller dans ce chemin parce que tout le monde a cette vision-là. Et ça, je trouve quand même grave qu'on doit porter encore tout ça sur nos épaules alors qu'il y a déjà mille autres trucs qui nous accablent. C'est sûr. Et est-ce qu'il y a eu un moment précis où vous vous êtes dit
là, vraiment ça va pas. Ou là, faut vraiment que je prenne soin de moi. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous vous êtes rendu compte que c'était nécessaire de faire quelque chose? Alors moi pour ma part c'était la deuxième fois là, comme je disais, le postpartum là après accumulé avec beaucoup de choses. Le moment où j'ai voulu vraiment me prendre en main, c'est je dis ça en rigolant, mais j'avais une statue chez moi, encore une fois j'ai pété un câble. C'était le truc de trop, c'était par rapport à une soirée. Ça a l'air tout con, hein, mais c'était le truc qui a vraiment fait déborder l'eau dans le vase. C'est que j'ai vu ma statue, je me suis levée, il fallait que je sorte quelque chose en fait. Du coup j'ai fracassé ma petite statue en 1000 morceaux, mais vraiment en 1000 morceaux, hein. Mais c'était impressionnant, mais j'ai éclaté au sol. Et le truc qui m'a vraiment fait mal, c'est qu'il y avait mon copain, ma mère et mon fils dans la même pièce en fait. Donc déjà rien que le fait de me dire j'aurais pu les blesser, Dieu merci il y a rien eu, mais c'est le truc, je me suis dit mais c'est pas moi en fait, je fais pas ça, j'ai jamais rien cassé, jamais rien jeté ou pas comme ça, mais là, c'est le fait d'avoir fait ça, je me suis dit, ouais, je pense que j'ai vraiment atteint une certaine limite. Enfin, j'ai accumulé, ouais, ça va aller, mais au bout d'un moment, ça va pas, en fait. Puis là, c'est vraiment le truc qui a déclenché ça, en fait, vraiment. Et puis, moi, pour partager, du coup, mon expérience, en fait, ça a été une accumulation de choses, enfin, voilà, je me sentais pas bien là où je travaillais. J'avais plusieurs choses, mais voilà, je suis maman solo, du coup j'ai aussi des choses à gérer en tant que maman, et puis aussi je suis la grande sœur dans la famille. Du coup j'ai aussi la pression aussi un peu, voilà, de donner des conseils aux autres, et vraiment il y avait plusieurs choses qui s'accumulaient et autres, et je me disais mais non, mais il faut que je reste forte et autres, et puis en fait c'est un peu comment dire, un peu l'effet miroir de me dire par rapport à ma fille, de me dire mais est-ce que ma fille elle veut voir voilà une maman qui est pas épanouie, ou est-ce qu'elle veut voir une maman qui est épanouie et puis voilà qui veut prendre soin d'elle? Quel exemple je vais montrer à ma fille? C'est plutôt, si c'était uniquement moi, je pense que j'aurais continué jusqu'à ce que je m'épuise, et puis je sais pas comment j'aurais fini, mais là c'est vraiment en fait d'avoir une autre personne du coup de qui je dois prendre soin, et qui m'a fait aussi comme je dis effet miroir, me prendre qui m'a permis de me concentrer sur moi en fait. Et après c'est là que je me suis dit voilà, il faut que je consulte, et puis voilà, j'ai consulté une psychiatre, et puis du coup ça m'a vraiment beaucoup aidé. Pour donner aussi moi. Quand j'ai compris qu'il fallait que je consulte, c'était après plusieurs, on va dire, événements, ou bien suite d'événements qui ont fait que je suis devenu à un moment donné apathique, c'est-à-dire je ressentais quasiment plus rien, ou en fait je fonctionnais juste parce que j'avais des responsabilités en tant que père, en tant que mari, et aussi le fait que j'avais plus de volonté. Du coup j'ai arrêté les choses qui me plaisaient le plus, et ouais, c'était un moment assez difficile, parce que j'étais face à moi-même, et puis je devais faire l'introspection, et puis me dire mais en fait tu peux pas arrêter de fonctionner parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Et c'est là que je me suis dit je peux pas rester juste seul comme ça à attendre que ça aille. J'ai pris la décision. Moi, c'était aussi vraiment une suite d'événements, parce que voilà, je suis aussi quelqu'un, on va dire, qui a beaucoup de responsabilités et qui fait aussi beaucoup de choses, entreprend beaucoup de choses. Et je pense que je me suis rendu compte à un moment donné, à ce moment-là, plutôt que je faisais pas beaucoup de choses parce que ça me plaît, mais c'était pour fuir ce que je ressentais vraiment. Donc le fait de faire des choses fait que j'avais pas le temps de m'asseoir et d'être confronté à ce que je ressentais vraiment, et tout ça. Et d'ailleurs, c'était vraiment parce que j'ai ouvert Infinite Room, la salle de loisirs, de tournois, en octobre, et c'était vraiment incroyable. C'était super le feeling.
Et c'est le jour après, le lundi, l'ascenseur émotionnel de dingue où justement, il y avait plus rien. J'étais plus en train de préparer quelque chose. J'étais plus dans la course. Je me suis retrouvé le matin, je me suis réveillé plein d'angoisse, plein de stress, plein de choses qui se sont mélangées et j'étais en pleurs, j'avais pas la force de travailler, etc. et tout ça. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Mais je pensais pas encore dépression, quoi que ce soit. Je me disais juste, c'est quand même bizarre. C'est bien sûr que quand tu fais un truc que tu aimes vraiment et qu'après voilà, les émotions ça change, mais c'était tellement fort, tellement oppressant que je me suis dit non, il y a un truc qui va pas. Et moi justement, d'abord j'ai été au médecin pour dire que voilà mon état, etc. Et c'est le médecin qui m'a dirigé vers le psy parce que j'aurais pas été si le médecin m'avait pas dirigé. Parce qu'encore une fois, la connotation qui est va avoir un psy. Et je pense que même moi, au final, en moi, j'avais une certaine connotation de voir un psy, c'est que c'est chaud. Enfin, comment ça, je vais voir un psy? Je veux dire, tu vois, comment ça? À quel moment je vais voir un psy? Tu vois ce que je veux dire? Mais d'où le même truc, je suis un homme noir, je vais pas chez le psy. Non, je vais pas chez le psy. Et c'est juste important, ouais. Et puis, plus, encore une fois, comme je disais, j'ai la foi et tout, donc, Dieu va faire, tu vois. Et mais j'avais comme la notion que en fait oui, on doit prendre soin de nous, machin, mais dans les faits c'est différent. Et c'est parce que j'ai été conduit vers là et que j'ai eu ce diagnostic là que en fait je me suis rendu compte que en fait c'est chaud, en fait c'est chaud, genre maintenant faut que tu t'arrêtes parce que ça va pas. Et juste pardon, je prends juste l'espace pour dire ça encore, mais moi, ça m'a pris du temps avant d'accepter ce sentiment-là. Et Jason, c'est mon meilleur ami, comme vous êtes meilleurs amis l'une de l'autre. Mais je peux dire que justement, même lui, il peut le témoigner peut-être. Pour lui, c'était aussi flou au début parce que j'arrivais pas à exprimer clairement ce qui se passait parce qu'au final, je comprenais pas. Et c'est petit à petit que je me rendais compte du niveau du problème, parce que c'est comme si en fait le fait de tout d'un coup s'arrêter de courir, t'es en voiture comme ça et tu vois juste le paysage passer de ouf, et dès que tu t'arrêtes en fait tu commences à voir réellement ce qu'il y a dans le paysage, et ce qu'il y a dans ce paysage ne me correspond pas, je suis pas au bon endroit et je fais pas ce que je devrais faire en étant dans cet endroit là. Et c'est justement que il y a des moments précis où je me rappelle que j'étais censé faire un truc que j'aime, enfin la danse qui me passionne, organiser des trucs, et j'étais vraiment là sans sentiment. Mais réellement, je me rappelle d'un message que j'ai fait justement à Jason où je ressentais plus rien. Pas de plaisir, rien. Je suis là, mais je veux dire de manière extérieure, les gens ne peuvent pas avoir ça. Encore une fois, Insta, c'est pas la vraie vie. En mode Insta, tu peux te montrer des trucs cool. On voit pas ce qu'il y a derrière. Mais ce que je ressentais, c'était chaud, et j'étais vraiment dans une période mais très noire. Il y a des moments où j'étais justement à Infinite Room, donc la salle à Berne, où je peux passer la journée sans rien faire, ne pas manger, d'être juste là dans des pensées noires. Et quand j'ai des pensées noires, c'est des pensées noires, et ne voir plus aucune issue en fait, genre il y a plus d'avenir, il y a plus rien. Et c'est un peu tout ça qui m'a fait me rendre compte petit à petit que non, enfin, il y a un réel problème. Donc. Non, t'as fini? Ah oui, j'ai fait. Pour rebondir sur ce que t'as dit, moi j'ai une question. Est-ce que vous trouvez que dans notre société, on est assez sensibilisé sur la santé mentale et puis les symptômes qui ont... Non, du tout. Je trouve pas assez. Il y a des moyens, mais je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé à ça, en fait. En fait, si tu... Souvent, moi, je trouve que c'est... Excuse-moi. Je trouve que c'est toujours quand c'est trop tard. Ouais, que tu... Je trouve que c'est quand c'est déjà là, en fait. Justement, justement, connaître la bonne définition, les symptômes, pour pouvoir justement le voir avant, parce que c'est toujours quand la personne en fait c'est parce que aujourd'hui je trouve que malheureusement c'est parce qu'on l'a vécu qu'on le sait. Voilà. Ou parce que tu le vis que tu le sais, mais c'est pas
genre attention, si tu touches ça, tu vas brûler. Ouais, non. T'as touché, puis on va dire ouais, en fait, fallait pas toucher. Donc, pour répondre à la question, on a des moyens, mais je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé à ça. Mais dès le jeune âge, hein, c'est pas que maintenant. Oui, non. C'est pour tout le monde. Mais je trouve qu'on devrait sensibiliser à ça le plus tôt possible, dès qu'on est en âge de comprendre les vraies choses de la vie. Dès qu'un enfant te dit je vais pas aller à l'école, je suis pas bien, déjà là. Comprendre pourquoi t'es pas bien. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que t'es angoissé, t'es stressé, t'es énervé quand tu vas? Ça commence là, en fait. Je trouve c'est poser des émotions sur des comportements ou des choses qu'on ressent, en fait. Ouais, parce que poser des mots. Même, tu vois, tu disais que aujourd'hui il y a les réseaux et tout, mais en vrai, nous on s'intéresse à ça parce qu'on se sent interpellé par ça. Dans le sens que même s'il y a des moyens pour s'informer, je vais pas m'informer parce que je sais pas ce que c'est, tu vois. Parce que moi, en fait, je vous dis, hein, et c'est ça que je disais toujours aux séances au début, je disais que moi, en fait, j'avais juste l'impression d'être bizarre. En fait, moi, je suis juste comme ça. C'est moi qui ressens les choses comme ça. C'est moi le problème. C'est moi, tu vois. Et tu te dis que t'es bizarre, tu vois. Et du coup, comme t'es bizarre, comment ça, quelqu'un d'autre peut comprendre Moi, je dirais la première chose pour pouvoir déjà entre guillemets combattre ça, c'est par exemple si on a une personne on sait qu'elle est en dépression ou bien qu'elle est près de la dépression, c'est de lui dire d'en parler autour de lui, parce que peut-être elle a pas les ressources, je dois aller dans telle institution ou tel truc, mais déjà de parler autour de lui, ça peut déjà ouvrir les portes au fait de toi t'as vécu ça aussi, ok, moi j'ai fait ça pour vaincre ça, tu vois. Et ça c'est déjà pas mal, parce que là moi j'ai l'impression que quand je me sens mal, le premier réflexe que j'ai, c'est je me renferme, j'arrête de parler. En fait, j'expose plus ce qui va pas, alors qu'en fait, faudrait faire le contraire, avoir des personnes de confiance autour de nous pour pouvoir en parler. Justement, ce que moi j'aimerais demander, c'est quel est le rôle des proches dans ce sujet de la santé mentale? Quel est le rôle des proches dans la guérison? Voilà, les amis, la famille. Alors du coup, moi je peux vous partager mon expérience. Du coup, moi dans la famille, je suis la seule qui ait fait des études du coup dans la santé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a certaines personnes de mon entourage, qui ont été affectées au niveau de leur santé mentale. Du coup, pour moi, ça a été de les guider et autres, de les soutenir. Mais après, c'est vrai que quand on a un proche, il faut aussi respecter ses limites en fait, parce que des fois que nos proches nous disent, ça peut être dur en fait, et des fois nous aussi on est des éponges, on a des émotions et autres, et puis ça peut devenir lourd pour la personne, mais d'être un soutien, de dire peut-être que quand tu me parles de ce sujet je suis un peu sensible, mais je peux t'aider d'une autre façon, en tout cas d'être présent, de dire à la personne qu'on est disponible, toujours en respectant ses propres limites. Je tiens quand même à appuyer là-dessus. Et puis si on a des connaissances au niveau de la santé, il y a même pas besoin d'avoir forcément des connaissances de la santé, mais poser la question à la personne avec qui on est en face de nous, qu'est-ce qui pourrait te faire du bien, comment je peux t'aider, parce que la santé mentale, certes, il y a aussi le fait de consulter des thérapeutes, mais il y a plein de choses qui peuvent aider du coup à ce niveau-là, comme ça passe aussi par l'alimentation, ça passe aussi faire des activités, écouter de la musique, danser. Il n'y a pas de recette magique, chaque personne est unique, et puis du coup d'autres façons de se procurer du bien-être, mais pour résumer, être présent pour la personne, et puis l'aider toujours en se respectant soi-même. Ouais. Après, par rapport à ça, parce que récemment, il y a une situation aussi dans ma vie perso, quelqu'un de proche de moi quand même, puis je me suis plus penchée, j'ai beaucoup lu quand même ces derniers temps, puis j'ai appris beaucoup, même si je travaille aussi dans les soins. Quand on a nos résidents, je travaille dans un EMS avec personnes âgées, quand on a nos résidents et les familles, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas pareil quand c'est à la maison. Ou quand c'est quelqu'un de proche de nous, de notre famille, en fait, on n'a pas le même objectif du tout. Puis là, j'ai beaucoup lu, et puis c'est vrai que des fois, on veut toujours trop faire,
pour la personne qui est en dépression, stimuler, faire des choses, alors qu'en fait, c'est ça aussi un des symptômes, le syndrome de la dépression aussi, c'est que la personne elle est juste pas apte à faire quoi que ce soit en fait. Elle a pas d'objectif, elle peut juste pas aller en avant, puis on est là, on tire. Et le truc, c'est que le risque, c'est que certains, ça peut aider, ceux qui ont besoin, notamment moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin qu'on vienne me chercher, qu'on me propose des choses, que je sente qu'on est là. Par contre, il y a d'autres personnes où le fait de faire ça le met encore plus en échec, en fait. Puis ça fait juste l'effet inverse. Donc après, comme t'as dit, respecter la personne aussi, c'est aussi respecter, son silence. Et respecter qu'il veut juste rien faire, en fait. On n'est pas tous les mêmes, c'est pas parce qu'on va chercher la définition dépression, il y a ça, qu'on a tous la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire, il y a ça à faire, qu'on va tous vivre la même chose en fait. Donc après c'est chacun, faut aussi observer comment est la personne, puis justement comme tu dis, demander comment je peux t'aider, comment est-ce que toi tu veux ça, et puis écouter la personne puis faire en sorte que dans ce sens en fait. C'est ça qu'il va faire. Vous rejoindre vraiment toutes les deux. Moi j'ai travaillé en psychiatrie en tant que stagiaire pendant une année. Et j'avais pas du tout les outils. J'avais pas fait d'école supérieure ou quoi que ce soit. J'étais juste là en tant que stagiaire. Et j'étais confronté à des personnes borderline, des personnes en profonde dépression, suicidaires, etc. Et comme j'avais pas les outils, je devais me débrouiller avec ce que j'avais en moi. Et la simple chose que je faisais de temps en temps, c'était de me poser à côté du résident et rien faire. Je restais comme ça. Et juste là, comme ça. Et les autres éducs, ils venaient vers moi, ils me disaient, ouais, c'est hyper bien ce que tu fais. Et j'avais pas encore conscience de ça. Et je disais, mais je fais rien, en fait. Et puis, ils me disaient, juste le fait de faire acte de présence et d'être en présence de juste une personne, quelqu'un qui te respecte assez pour être à côté de toi, ça fait déjà beaucoup. Donc, la présence, être à l'écoute, pour moi, en tout cas pour moi, d'après mon expérience, c'est les deux choses principales qu'on peut faire, même sans avoir fait d'école ou quoi que ce soit, qu'il faudrait mettre en avant. Après, comme elle a dit, on est des éponges. Il n'y a pas tout le monde qui est, entre guillemets, apte à pouvoir écouter les histoires des autres et à emmagasiner. Et c'est là aussi où il faut trouver nos propres limites et savoir pas prendre sur soi et assez prendre le recul. Et voilà, parce que c'est vrai que des fois on a trop envie de mettre cette cape de super-héros. Je suis là pour toi, je suis là. Mais après, tout d'un coup, on s'oublie et on se sent lourd nous-mêmes parce qu'on a tellement écouté, tellement vécu avec la personne que on prend son poids avec lui. Alors que, en vrai, faudrait pas tellement faire ça. Faudrait juste montrer à la personne comment elle peut se débarrasser elle-même de son poids. Et on n'est pas responsable du bien-être des autres en fait. Nous, on peut juste contribuer à ça, aider, puis apporter un soutien, mais on n'est pas responsable. C'est pas notre devoir de le rendre heureux, façon de dire. Je sais pas comment. Oui, c'est on n'est pas responsable en fait. De chercher la guérison. Ouais. Et quand ça nous dépasse, envoyer chez un professionnel, chez quelqu'un d'autre en fait. Moi, si je me mets en lien avec ce que vous avez dit, déjà premièrement, moi j'ai quand même j'ai une famille quand même extraordinaire, parce que m'a quand même beaucoup soutenu et tous, frères, sœurs, parents, dans cette période. Or que au départ, bien sûr, il y a la peur du fait de pas être compris, de c'est tabou, etc. Et il y a un truc que t'as dit intéressant, c'était justement respecter le silence, parce qu'il y a un silence. Moi, par exemple, personnellement, j'ai arrêté de répondre à tout, à une autre étape, j'ai enlevé mes réseaux, etc. Mais il y a un silence en mode je parle pas parce que je veux pas, mais je sais pas. Et des fois, je sais même pas quoi dire. Je veux dire, explique-moi qu'est-ce qui se passe. T'as pas, non, mais en fait, il y a ça. Parce que toi-même, t'es dans ce processus, ce chemin. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que, je rejoins ce que vous avez dit, que c'est des choses simples qui permettent des fois de constituer un soutien pour la personne qui passe par une étape difficile. Moi, il y a des épisodes que je me rappelle clairement de certaines choses. Concrètement, vous deux, vous êtes passés une fois à la maison et jusqu'à maintenant, je sais pas exactement ce qui vous a fait comprendre que ça n'allait pas. Mais vous êtes venus me voir, vous avez dit que on m'a senti que ça allait mal et j'ai pu parler, me sentir compris, discuter avec des gens qui
qui pouvaient me comprendre et c'est vraiment qui m'écoutent. Et je vous remercie encore pour ça. Enfin, je l'ai déjà fait, mais voilà. mais parce que ça a été un moment marquant pour moi de ma guérison. C'est une étape vraiment précise dans ce processus-là, d'avoir eu des amis, vraiment qui se souciaient de comment j'allais. Et ça me fait juste dire aussi que des fois, en fait, ne négligeons pas à quel point c'est important de check on us. Je veux dire, en mode vérifier comment va cette personne. Juste, ça va? Vraiment? Il se passe quoi là actuellement? Là, j'ai l'impression que, parce qu'au pire, on se trompe, mais au mieux, on va toucher la personne à un point où elle est peut-être sur le point de faire quelque chose, de se faire du mal, de vivre des événements qui vont la détruire. Et on se rappellera toujours des gens qui ont été là à un moment précis. Moi, il y a aussi des gens qui m'ont écrit que, enfin, je m'attendais pas, hein, c'est pas des gens proches, on va dire, de base, mais des gens qui ont pris le temps de prendre des nouvelles, que pour dire que c'est des choses qui marquent. Et l'autre chose que je veux dire, encore une fois, processus de guérison, c'est de se rendre compte à quel point des choses simples peuvent être fortes. Par exemple, quand j'ai parlé à Jason, à un moment donné, je me souviens d'une discussion qu'on a eue, parce qu'en fait, on se voyait à la danse et tout, puis nous, on aime bien rigoler, on rigole toujours. Et puis, quand je lui ai parlé un peu plus en profondeur, il me disait, mais je comprends pas, alors, quand on rigole, c'est pour de faux, enfin, c'est pas, enfin, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est quoi? Puis je lui disais que non, justement, je rigole pour de vrai. Et c'est le fait de pouvoir rire de cette manière qui constitue un point essentiel de ma guérison. Parce que c'est pas parce que je suis en dépression que je peux pas rire, que je peux pas jouer, que je peux pas, ça t'empêche pas de dire. Mais ça va donner, ça va avoir un autre impact. Parce que ça va constituer des points de souffle, j'ai envie de dire. Des moments où je peux respirer. Et je veux juste dire, synthétiser tout ce que je suis en train de dire pour dire que moi, mes principaux piliers du processus de guérison, c'est justement ça, c'est la foi, quand même. C'est les relations, famille, amis. C'est, consulter. Que si j'avais pas consulté, ça aurait pas eu cet impact et ça m'a permis de tellement avancer. Et le quatrième, c'est la passion. Pour moi, il faut faire quelque chose qui te passionne parce que c'est un moyen d'expression. J'ai lu une phrase il y a pas longtemps qui disait que le contraire de la dépression, c'est pas la joie, mais c'est l'expression. Parce qu'en fait, quand tu peux t'exprimer avec quelque chose, moi qui est en l'occurrence la danse, mais d'autres choses aussi, ça me donne des points de souffle, ça me donne la possibilité de respirer et de vivre quelque chose de fort qui me permet de sortir aussi de cet état qui me maintient peut-être au plus bas, quoi. Bref, j'ai dit tellement de choses, mais pour dire voilà, que les relations vraiment une importance, mais c'est aussi difficile parce que étant passé par là, je sais que tu te renfermes fortement et c'est dur de jauger à quel point tu dois forcer et à quel point tu dois juste tendre la main, parce que des fois je pense que tu dois un peu brusquer en mode je rentre vraiment, mais pas toujours, parce que des fois c'est tellement fermé. Mais après tu vois, après là tu vois, par exemple, toi justement tu t'es tellement renfermé qu'il fallait venir te chercher, or que moi c'était l'inverse. Moi, j'ai tellement dit aussi que j'étais pas bien, que j'avais besoin d'aide, que il y a des gens, ils sont bloqués à ça et ils savent pas comment venir t'aider, tu vois. Tu vois, quand t'as une personne en particulier que tu dis mais j'ai besoin d'aide, aide-moi, puis la personne ne sait pas comment faire parce qu'elle a pas les connaissances ni les ressources. En fait, tu dis non mais il s'en fout, il veut pas m'aider, mais en fait c'est que lui-même est bloqué face à ça, tu vois. Ça c'est plutôt dans l'autre sens, tu vois. Il y a ça aussi qui existe. Des fois, en fait, c'est pas que la personne, elle s'en fout ou quoi que ce soit, mais c'est que, elle a pas les ressources, puis elle sait pas quoi faire, puis elle veut pas faire faux non plus. Puis elle sait pas quoi faire, en fait. D'où il faut se tourner vers les personnes, adaptées, en fait, adaptées, quoi. Oui. Ça aussi.
Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que dans la santé mentale, il n'y a pas une recette magique. Il n'y a pas un plan, genre, A, B, C, D, ça se passe comme ça. Enfin, chaque expérience est unique, il n'y a pas une expérience qui est pareille. Et puis on vit tous les choses différemment, en fait. Et puis on n'a pas tous le même bagage face, du coup, à la santé mentale. Et puis, je pense que l'essentiel aussi, c'est d'être, des fois, de pas trop se poser de questions et d'être authentique, en fait. Voilà, d'aller avec ta personne vers l'autre. Et puis, comme Flo, tu disais à un moment, enfin, des fois, tu vas te rappeler des gens qui sont venus vers toi. Et comme je dis, il n'y a pas une recette magique, il faut pas, oui, ben viens, on va faire de la course ou autre. Enfin, il faut des fois être juste faire acte de présence, comme tu le disais avant, Jason, ou voilà, des fois juste être là, être présent pour la personne, ça va lui faire du bien. Des fois, la personne, elle a pas envie de parler, et juste le fait, ben, que t'aies fait le pas d'aller vers elle, ça va lui faire du bien, en fait. Des fois, on n'est pas obligé d'être dans le faire, mais être dans le être. Après, je vais juste venir vite fait sur ce que t'as dit, que tu riais, tu rigolais et tout. C'est là qu'on se dit, bah, nous, on se connaît entre nous, on sait à quel point on aime bien déconner, on rigole et tout. Mais c'est là, en entendant, bah, justement, nos témoignages, que même si on est là, on est hyper ouvert, on est cool, bah, en fait, quand on rentre chez nous, on pleure comme des malades. Enfin, on est juste, c'est vrai, c'est que là, on est bien, et lui, il est cool, il va bien, là, il est cool. Tu rentres dans ta voiture, t'es en pleurs, c'est pas pourquoi, mais les gens, ils voient pas ça non plus, en fait. S'ils font pas attention, comme t'as dit, tu sais pas pourquoi que moi et Tatiana, on est venus chez toi, enfin, ton prénom. Déjà, comment? Quand t'as dit que tu sais pas pourquoi on est venu chez toi, bah, le truc, c'est que peut-être que nous deux, on est peut-être plus sensibles à ça aussi. On a un regard, on arrive à voir la personne telle qu'elle est, et on arrive tiens, là, il y a quelque chose qui a changé, tiens, il est plus discret. Alors que les gens, ils vont dire, il est plus discret, bah, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Sauf que nous, on connaît, puis on va se dire, non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, et on le sent. C'est vraiment notre intuition aussi, peut-être, qui a fait que, bah, tiens, on va aller voir ce qui se passe. Des fois, c'est ça aussi, hein, c'est la sensibilité qu'on peut avoir. Tout le monde l'a pas. Mais moi je pars du principe que si quelqu'un a un doute ou qu'il ressent quelque chose, il faut y aller. Parce que peut-être qu'il y a réellement quelque chose. Si on s'écoute bien, il y a quand même quelque chose. Et je trouve hyper intéressant parce que en vrai la santé mentale c'est invisible, c'est pas comme un bras cassé, on va le voir. Et c'est vrai que des fois il y a aussi, voilà, on sait tous des fois porter des masques. Souvent on dit des dépressions souriantes où on voit toujours les gens qui sont souriants et autres, et puis chez eux, comme t'as dit, voilà, c'est sombre en fait, c'est triste et autres. Et ça, je trouve que c'est vrai que c'est une difficulté. Et puis voilà, comme t'as dit, si on en doute, voilà, essayer d'en parler, poser la question. Bah, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faut aussi briser, je pense, le tabou sur le tabou. Briser l'image de la dépression qui est, si je suis en dépression, c'est-à-dire que je suis enfermé dans la chambre H24. Ouais, c'est pas ça. Que j'ai enlevé Internet, que j'ai mangé que des pâtes, tu vois. Que tes stores sont fermés, tu dors noir toute la journée. Ça veut pas dire ça, parce que moi, je pense que ça a été le moment où j'ai fait certainement le plus de trucs. J'avais une nouvelle salle, je faisais des spectacles avec la danse, des nouveaux projets, machin, etc. Donc c'est pas ce que je fais qui témoigne de comment je suis réellement. Et je pense qu'aussi des fois il faut voir ça. Même si quelqu'un te dit non, je vais mal, ouais, mais tu fais quand même ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je fais ça que je vais bien. Des fois ça peut même traduire que il y a un problème. Ouais. Du coup je pense que c'est important. Moi, comme je raconte les choses, c'est plutôt plus tu fais de choses, moins t'as besoin de regarder au fond de toi, tu vois. Ouais. Et en fait, tu caches, tu maquilles tout ça avec toutes tes activités et tout ce que tu fais, et puis. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des obstacles quand vous avez voulu chercher de l'aide? À part moi-même. Obstacle, tu vois. Parce que on parle à personne. Et puis de juste me dire maintenant tu vas, tu consultes et tout, c'est un pas à franchir. Parce que malgré que moi je suis éducateur en formation, j'ai tous les trucs où je peux dire bon toi voilà,
ici, fais ça, tu vois, comme ça, t'iras mieux. Mais pour moi-même, pour soi-même, c'est toujours plus dur, ouais. Et le pire, c'est que même toi, mais je me rappelle que tu m'as toujours dit, ah, mais les personnes saines, elles consultent. Ouais. En mode, c'est normal. Rien de tabou. Et tu m'as dit ça il y a longtemps d'ailleurs, mais après, quand on est confronté, quand on est confronté, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Parce qu'en fait, t'es là, tu dis, en fait, j'ai réellement un problème. En fait, ça va pas. Mais c'est ça que je dis. En fait, d'accepter que ça va pas, je trouve que c'est trop dur c'est dur. Je sais pas. C'est dur parce qu'en fait, c'est comme une sorte, tu t'humilies, tu vois. Genre, tu voulais montrer que t'étais là. En fait, ouais. Tu vois. Et puis, de te mettre à nu comme ça devant les gens, ou bien même devant un inconnu, aussi, tu vois. Ouais. C'est chaud, tu vois. Il faut montrer sa vulnérabilité. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est pas du tout facile. C'est difficile. Mais ouais, moi je tiens vraiment à remercier mon psychologue. J'ai changé entre deux, mais il m'a tellement aidé dans mon parcours. Et le truc c'est que, et ça j'ai dû expliquer même à mes parents, que le psychologue il va pas me dire ce que je dois faire, mais il va m'exposer un miroir de moi-même. Il va me confronter à moi-même. Si je lui raconte un truc, il va dire, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi comme ça? Mais si vous parlez à vous-même, là, vous direz quoi? Dans 20 ans, machin, etc. Et comme il disait Jason avant, c'est qu'en fait, tu dois tellement raconter les choses de manière profonde, parce que c'est quelqu'un qui te connaît pas du tout, que t'es obligé d'aller creuser, et lui, il va toucher le creusage que t'as fait. et puis toi-même, tu vas te dire, mais ouais, pourquoi je fais ça comme ça? Mais ça vient d'où? En fait, c'est juste incroyable comment, t'es juste confronté à toi-même en faisant ça, quoi. Bah moi, j'ai pas eu d'obstacle pour aller consulter une psychokiné. Elle fait un travail mais sur toi-même en fait. Enfin, c'est la séance avec elle en fait que justement on a fait quelques exercices, une introspection à l'intérieur de moi en fait. C'est là que je me suis rendu compte l'image que j'avais en gros, c'est que je m'étais moi-même enfermée dans une cage à oiseaux en fait, mais avec la porte fermée mais pas à clé. Enfin, je sais pas si vous voyez, je me suis juste enfermée moi dedans, alors que j'avais la liberté de pouvoir partir, c'est que c'est moi qui me suis enfermée dans un truc en fait. Et moi, j'ai pas eu besoin d'énormément de séances, enfin chacun a besoin à un certain niveau, mais ça m'a juste suffi à réaliser qu'en fait, je pouvais sortir de cette cage quand je voulais en fait. D'où ça m'a permis de sortir puis d'aller mieux, pas tout de suite, mais quelques temps juste après, puis ça a tourné tout de suite en fait. Donc moi, c'est intéressant. Ça me fait trop penser, je reprends l'image de la cage et tout, j'ai l'impression que la cage, c'est notre zone de confort. Et tellement on est dedans et tout, on se rend pas compte qu'à l'extérieur, c'est une chose. Ça a peur de sortir, en fait. On a peur, tu vois. Et, du coup, quelles actions concrètes, peuvent aider à sensibiliser davantage les autres? Parce que, au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la cage, mais qui ne savent pas. Qui sont dans une cage, qui ressentent des choses mais qui ne sont pas conscients des symptômes. Qu'est-ce qui peut être fait pour sensibiliser? Déjà pour moi je pense que c'est le podcast, d'en parler au final, déjà en parler, ouvrir la discussion. Mais est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez qui peut... Moi je dirais plutôt déjà s'informer en fait. Ça coûte rien de scroller sur TikTok, Insta, oui il y a des belles choses, il y a plein de trucs. Mais allez regarder un petit peu sur internet, vous tapez une maladie, une pathologie, un truc, dépression, anxiété, burn-out, vous regardez la définition de ce que c'est, puis s'instruire aussi de ce côté-là en fait. Et puis si on a l'occasion, si on n'est pas bien, essayez d'en parler, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a les ressources, si nous-mêmes on l'a pas. Et puis ça peut toujours aider quelqu'un en fait. Moi je dirais la première chose c'est s'instruire. Et puis avoir connaissance que ça existe, et aussi j'espère qu'à travers ce podcast aussi c'est aussi dire que en fait ça touche n'importe qui, peu importe l'âge, peu importe la société, les origines, n'importe, ça touche n'importe qui. Moi je me suis toujours dit mentalement je suis forte, je suis petite, je suis costaud. Je suis forte, je peux pas être atteinte par ça en fait, c'est juste pas possible. Et j'ai une grande maîtrise de moi-même. Sauf que là j'ai réalisé que pas du tout. En fait, je savais plus qui j'étais, je savais plus où j'en étais, je savais pas quel rôle j'avais. Franchement, j'étais perdu complètement. Comme quoi, ça touche vraiment. Mais c'est vrai. Et puis moi-même, on m'a dit, mais tu leads quand même, les jeunes, ils te suivent, machin et tout. Comment ça se fait que, pour dire que, en fait, c'est vrai, peu importe ce que tu fais, même peu importe la position que tu as,
c'est n'importe qui peut être touché par ça. Il faut être conscient. Et là, c'est vrai que nous, on est afrodescendants, mais ça touche pas que les afrodescendants. Mais nous, on a cette sensibilisation en mode, nous, c'est un peu tabou, donc c'est pour ça qu'aussi on peut mettre ça en avant. Mais n'importe qui. Ouais, comme vous dites, c'est de savoir déconstruire. Faut apprendre à déconstruire. C'est pas toujours facile parce qu'on a tout le temps les filtres de la culture ou des croyances et tout ça. Mais c'est important de déconstruire. Et ensuite, si on a un petit doute, d'aller juste demander d'abord à son médecin comme t'as fait. Et ensuite, le médecin il peut nous rediriger. Et il faut vraiment pas avoir la crainte ou la peur de le faire. Et on n'est pas obligé de demander à l'entourage, est-ce que je devrais aller voir? Va, fais-toi avec un doute. Fais confiance à ton instinct et puis, tu vois, et s'il y a rien, tant mieux. S'il y a quelque chose, c'est le moment d'apprendre à te reconnaître, puis à te reconnecter aussi. Et puis, à essayer de construire quelque chose de nouveau. La discussion était vraiment super enrichissante. Je trouve que on a pu aborder pas mal de points et on peut encore en aborder d'autres. Bien sûr, on veut pas parler parce que si on parlait là. Non, on parlait des heures. Voilà. Mais je trouve c'est trop intéressant de voir. Chacun on a vécu une expérience qui est différente pour chacun, mais le point qui se rejoint, c'est la santé mentale justement, et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et moi, j'aimerais juste là vous demander si vous avez un mot de la fin, un encouragement, un conseil à donner aux gens qui pourraient écouter ça sur ce thème, par rapport à votre témoignage ou par rapport à juste ce que vous avez découvert. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent dans la vie, on a des choses à faire. Enfin, vous voyez, on a des responsabilités, par exemple le travail et autres. Et je pense que c'est important de prendre. Je demande pas de prendre 3 heures par jour ou autre, mais de prendre 5 minutes par jour pour faire, comme on dit, le body scan. Scanner ce qui se passe dans ton corps. De se dire, mais qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, quelle émotion ressort, et puis de se dire, tu prends, ça peut être 3 minutes, 2 minutes sur une journée pour prendre soin de sa santé. Je pense que c'est rien. Puis vraiment de faire cet effort, que malgré toutes les choses qu'on doit faire et autres, vraiment prendre ce temps pour soi. Et puis ça permet aussi de savoir comment on est, s'il faut que j'en parle à quelqu'un, de dire, nommer l'émotion, parce que aussi je pense que des fois, pour reconnaître, il faut aussi savoir nommer ce qu'on vit. Et ça, des fois, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école souvent. Donc vous allez regarder sur internet, vous mettez, je crois que c'est Pétale des émotions, je sais pas comment ça s'appelle. Pétale. Non, c'est pas la pétale, c'est la roue des émotions. Et puis essayer de regarder, aujourd'hui, sur cette roue, je suis où, en fait. Puis de se dire, si ça fait 2 semaines, 3 semaines que je suis au même endroit, et puis que c'est pas forcément, se dire, peut-être que là, il faut que je fasse quelque chose. Taper sur Google, parlez-en autour de vous. Vraiment, n'ayez pas peur de parler autour de vous, des personnes de confiance. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer en parlant, puis pas en laissant ça tabou. Et puis je veux dire, même dans les communautés noires, on sait que c'est tabou, mais pour qu'on avance, c'est important d'en parler, que la parole se libère sur ce sujet. Du coup, voilà. Merci, c'est fort. Moi perso, le mot de la fin, c'est s'instruire, apprendre ce qui peut, apprendre à poser les mots sur les émotions, savoir s'écouter aussi, pas trop. C'est pas parce qu'on n'a pas pu avoir un billet de concert que ça y est, je vais faire de la dépression. Faut pas utiliser le mot dépression sur tout et n'importe quoi non plus. Quand même faire attention à ça, parce que c'est quand même un truc à prendre très au sérieux. Parce que il y a Jason qui l'a mentionné une fois, c'est que vraiment les cas très 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 graves, ça pose vraiment au suicide. Donc c'est quand même quelque chose qui est très tabou, mais qui est très présent aussi. Donc vraiment faire attention à ça et à pas l'employer n'importe comment non plus.
Et puis si ça va pas, que vous avez peur d'être jugé, bah allez voir un médecin qui sera neutre, qui lui franchement va pas vous juger. Puis si vous en parlez à quelqu'un que vous sentez jugé ou qui comprend pas, bah c'est peut-être pas la bonne personne à parler de votre santé en fait. Donc vraiment se tourner vers les personnes chez qui qu'on sait qu'on sera pas jugé, qu'on sera en confiance. Et puis n'hésitez pas à consulter, ça peut que faire du bien. Puis s'il y a pas besoin, bah il y a pas besoin, tant mieux. Ouais. Et puis de toute façon, je suis persuadée que c'est un processus qui vient, qui s'installe. Il y a des phases et puis de toute façon au bout, on voit la fin du tunnel en fait. Donc on arrive quand même à s'en sortir. C'est quand même quelque chose qu'on peut en guérir. Hein. Après il y a d'autres choses qui font que ça devient vraiment une maladie chronique. Ça c'est dans les cas vraiment extrêmes, mais on peut s'en sortir quand même. Ouais. Donc, voilà. Merci. Donne-toi le temps, pardonne-toi, aime-toi. La fin d'une chose est le début d'une nouvelle. Ouais. Citation. C'est toi. Moi, j'aimerais m'adresser plus particulièrement à nos communautés. Je sais qu'on est des communautés très croyantes, très culturelles, mais la foi ne remplace pas la santé mentale. Dieu nous a créés balancés, hein. Tout est balance dans la vie. L'eau, le feu, le chaud, le froid, l'hiver, l'été. Tout est une question de balance et il faut pas négliger un aspect au profit de l'autre. La foi ne remplace pas la guérison de la santé mentale et je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Des fois, on peut prier pour des choses, demander la guérison, la délivrance pour des choses, mais il y aura aucun changement parce que le chemin que tu dois faire, il est personnel et il est plus ciblé sur quelque chose de terre à terre, qui est de prendre soin de ta santé mentale. Encore une fois, quand t'as faim, tu vas manger. Tu demandes pas à Dieu de te remplir l'estomac. Et quand tu es mal, ben parfois tu dois juste chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et j'aimerais aussi dire un truc que moi ça me faisait peur, mais si tu vas consulter, va pas te bourrer de médicaments. On te laisse toujours le choix de prendre ou pas. Des fois, c'est juste prendre même des vitamines parce qu'à part ça, ça peut aussi affecter le manque de vitamines. En Europe, on n'a pas la vitamine D comme si on était en Afrique, des choses comme ça. Ça peut avoir un impact aussi sur l'état général. Donc, informez-vous, soyez ouverts à la discussion. Si quelqu'un vient vous parler de comment il se sent, ne coupez pas la discussion avec ce que vous connaissez, mais soyez ouverts et proposez des alternatives. Et je pense que les contacts qu'on peut proposer, on va peut-être pas vous donner des numéros précis, etc., mais c'est juste que si vous allez voir le médecin, il y a des services de psychologie, de psychiatrie un peu partout. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux, donc il faut juste chercher à s'informer. Donc voilà, je pense qu'on peut clôturer la discussion sur ces paroles. C'est ok, tout le monde? Super. Alors c'était chez Infinite au grand débat. Merci pour votre écoute. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Tati. Merci Flo. Merci Jenny. On les podcasts.